Bonjour à tous, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Youssef et je suis le cofondateur de Master Bourse. Aujourd'hui, je vous propose de sortir du bruit ambiant actuel du marché, des fluctuations des cours chaque seconde et de prendre de la hauteur sur tout ça. Parce que, aussi bien sur les réseaux sociaux, les journaux, les télés, les médias, bref, on est à chaque instant submergé par l'actualité, les notifications, la surenchère des images chocs pour booster les vidéos, ou qui va sortir le titre le plus accrocheur d'un article. Et pour un particulier, ce n'est vraiment pas évident de couper court à tout ça, de réfléchir calmement et de gérer émotionnellement ce genre d'incertitude et de périodes un petit peu plus difficiles. Personnellement, dans ce genre de moments d'incertitude, et on commence tous à en avoir pas mal depuis quelques années, d'ailleurs c'est drôle, mais c'est souvent à cette période de l'année, entre février et mars, où le stress sur les marchés monte un peu. Dans ces moments, j'aime bien repenser à ce que disent et font les meilleurs investisseurs. Et là, je parle des Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt et compagnie pour gérer l'incertitude en bourse. Parce que l'incertitude a toujours été là et sera toujours présente. Rien que ces dernières années, on a eu le Brexit, Trump élu président, Covid, effondrement du cours du baril de pétrole. Oui, je vous assure, il y avait des articles qui s'inquiétaient sur la santé des pays exportateurs de pétrole en 2020. Ensuite, on s'est inquiété de l'explosion du cours du baril et de l'énergie en général sur notre économie, de la baisse des taux, de la hausse des taux. À chaque fois, de toute façon, on va trouver une raison pour paniquer et sortir du papier. Aujourd'hui, on s'inquiète sur le système bancaire américain et les petites banques régionales. Maintenant, sur le système européen. Et je prends le pari que cette liste va continuer de s'enrichir les prochaines années. Et ça, c'est un pari avec zéro risque. Alors, effectivement, de temps en temps, on aura un vrai choc violent, mais ça n'empêchera pas les belles entreprises de continuer de délivrer de la croissance rentable durant les prochaines décennies. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de deux choses. La première, c'est comment les meilleurs investisseurs gèrent ces périodes d'incertitude. Et j'espère que ça sera une source d'inspiration pour votre quotidien et votre psychologie, comme elle l'est pour moi. Et ensuite, je terminerai avec comment nous, on gère concrètement ces incertitudes aujourd'hui. C'est un exercice d'ailleurs que j'ai déjà fait l'année dernière avec la guerre en Ukraine. Vous pouvez trouver la vidéo Comment investir en temps de crise. Ça nous a plutôt bien réussi en 2022. On verra bien cette année. On pourrait d'ailleurs titrer Comment naviguer dans une hausse des taux qui commence déjà à faire des dégâts, enfin, pour un peu schématiser le truc. Ça, de toute façon, c'est le prix à payer pour un investisseur en bourse. Il n'y a pas d'argent gratuit. L'incertitude est partout. Parce que déjà, quand on dit incertitude, on pense à des guerres ou un problème dans le système bancaire, bref, un problème macro ou géopolitique. Et ça, c'est très fréquent. D'ailleurs, on a souvent tendance à garder en tête le dernier grand choc macro. Ceux qui étaient investis pendant la crise des subprimes en 2008 ont souffert et ça laisse des séquelles qu'on le veuille ou pas. Et à chaque nouvelle incertitude, on a ce flashback et on va systématiquement essayer d'imaginer le même choc mais à la sauce de 2023 ou 2024. La réalité est que chaque choc est différent, même s'il y a toujours des marqueurs similaires. Et là, on parle de l'incertitude macro ou géopolitique, mais parfois l'incertitude est encore beaucoup plus vicieuse et improbable. Peter Lynch a raconté un jour une histoire assez intéressante qui lui est arrivée. Il avait acheté des actions d'une marque de vêtements qui marchait super bien à l'époque. En plus, l'entreprise était en train d'investir pour fabriquer ses vêtements à moindre coût en Asie. C'était une décision assez originale à l'époque. C'était la première entreprise à délocaliser sa production en Asie. Donc il y avait vraiment ce potentiel d'amélioration des marges parce qu'elle continuait quand même de vendre ses robes très chères aux États-Unis. Et peu de temps après, le film de Bonnie et Clyde est sorti. Et dans le film, on voit Bonnie, cette très belle femme gangster, habillée avec une robe qui dépassait ses genoux. Et à l'époque, les Américaines portaient plutôt des robes courtes. Bref, le film a cartonné. La robe a fait fureur auprès des femmes. Et l'entreprise de Peter Lynch s'est retrouvée rapidement démodée avec ses robes courtes. Et le temps de mettre en place une nouvelle collection, tout en liquidant le stock de robes courtes habituel, l'entreprise avait déjà fait faillite. Donc, vous voyez, il y aura toujours de l'incertitude. Et parfois, c'est juste
impossible à prévoir. Comment il aurait pu anticiper les conséquences d'un film sur son entreprise? Il n'y avait aucun lien. Et si vous ne connaissez pas Peter Lynch, ce n'est pas un débutant, c'est l'un des meilleurs gérants de fonds de l'histoire moderne, si ce n'est le meilleur. Et c'est surtout quelqu'un qui est vraiment connu pour bien faire ses devoirs. Il lit systématiquement tous les rapports annuels de l'entreprise, il passe beaucoup de temps dans les magasins, dans les entrepôts, à discuter avec les clients, les fournisseurs, bref. Il avait vraiment limité au mieux le risque de cet investissement. Et malgré tout, il a perdu sur cette affaire. Mais ça ne l'a pas empêché pour autant de faire une performance incroyable. Peter Lynch, il a fait quelque chose comme près de 30% par an pendant 13 ans, pendant qu'il gérait le fonds Fidelity. Pour faire simple, Warren Buffett est un grand fan de Peter Lynch, pour situer un peu le personnage. Donc, on vit dans un monde d'incertitude, un monde où un film peut créer la faillite d'une entreprise qui n'a rien à voir avec le sujet. Quelqu'un qui mange un animal sauvage dans une ville peu connue du grand public, et voilà que 7 milliards d'humains se trouvent directement concernés, des millions de morts malheureusement, un chamboulement dans notre façon de vivre, de consommer, de travailler. L'incertitude est partout. Et donc, est-ce qu'il faut pour autant arrêter d'investir et même plus généralement de vivre parce que le monde est incertain? La réponse est assez évidente. Il ne faut pas non plus que la peur de cette incertitude nous paralyse et nous empêche de saisir des opportunités. Il faut simplement concevoir son portefeuille et ses choix de vie en général d'ailleurs, pour que aussi bien les erreurs que les incertitudes ne soient pas fatales. Et de toute façon, l'incertitude n'est pas toujours forcément quelque chose de mauvais. Parfois, ça va dans le bon sens. J'écoutais récemment un podcast de Joel Greenblatt, un autre investisseur en banque, dans lequel on lui a posé la question pour savoir comment il gère émotionnellement les périodes d'incertitude. Et il a raconté une histoire. Quand il avait la vingtaine, il discutait avec un directeur du département risque et arbitrage d'une banque, je ne sais plus trop laquelle. Et Greenblatt était en train de se plaindre comment il n'a pas eu la chance sur cet investissement et comment sur une autre affaire a capoté. Et c'était injuste parce qu'il a bien fait ses devoirs et tout ça. Et à un moment, ce directeur, qui avait plus de 70 ans, une belle expérience humaine et boursière, le regarde et lui dit « Est-ce que tu as déjà gagné de l'argent par hasard ?» Le genre de situation où dès qu'on achète une action, ça monte directement, une OPA, l'entreprise délivre au-delà des espérances. Et le jeune Greenblatt a répondu « Oui, c'est arrivé plusieurs fois. » Et là, le directeur lui dit « Bah alors, arrête de te plaindre. » Parfois, ça va dans le mauvais sens, parfois on en profite, même si on a tendance à ne garder en tête que les mauvaises aventures et on oublie que l'incertitude ou la chance nous a beaucoup servi par le passé. Et Joel Greenblatt, qui aujourd'hui a 66 ans et plus d'expérience, disait « On s'habitue à l'incertitude et à la volatilité du marché. Quand on est jeune, on se dit « J'ai le temps de m'en remettre ». Quand on est vieux et expérimenté, on dit « Je sais que je vais m'en remettre. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois. » Et surtout dans ce podcast, Greenblatt a répété plusieurs fois « Il faut apprendre à rester en vie pour jouer à notre jour. » Et ça a l'air évident dit comme ça. Mais quand quelqu'un qui a plus de 40 ans d'expérience, avec un très beau palmarès, qui répète ça plusieurs fois, je pense qu'il faut prendre le temps de bien assimiler ce point. Je suis toujours étonné de lire « J'ai cramé un compte de trading ». Sincèrement, je n'arrive pas à concevoir comment tout un compte peut aller vers zéro. Une position, ok, ça arrive. Mais un compte entier, bref, ce n'est pas le sujet, mais il faut rester en vie pour jouer à notre jour. Le souci avec l'investissement en général, c'est la part que prend l'émotion dans le processus. Et ça, c'est encore plus vrai en bourse parce que contrairement à l'immobilier, par exemple, on a accès au prix du marché chaque seconde. L'action dans le vert, super, je suis bon dans ça, je suis fait pour cette discipline. L'action passe dans le rouge et nous voilà sous pression. Qui s'inquiète aujourd'hui de la faillite d'une banque sur son investissement immobilier? Qui est en train de surveiller tous les jours le prix du mètre carré où il a fait récemment une bonne affaire immobilière parce que Crédit Suisse est en difficulté? J'adore la bourse et je suis sûr que vous aussi, vu que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. Le problème, c'est qu'on est trop sollicité. Et dans ces conditions, la première chose à faire est de réduire le bruit.
Je vous promets que j'avais envie de vomir ces derniers jours en regardant Twitter. C'était impossible pour moi d'écrire un tweet. Quand on voit les captures d'écran, je vous l'avais dit, les experts bancaires d'aujourd'hui, qui étaient l'année dernière des experts en relations Russie-OTAN, et l'année d'avant des généticiens qui nous expliquaient les conséquences du Covid, je ne sais vraiment pas comment un investisseur particulier qui passe son temps sur les réseaux sociaux pourrait s'en sortir. Alors, évidemment, on a de la chance de vivre dans un pays où chacun peut s'exprimer librement. Enfin, là-dessus, il n'y a aucun souci. Dans d'autres pays, il y a des gens qui sacrifient leur vie pour avoir cette chance. Ce n'est vraiment pas le sujet. Mais en tant qu'investisseur, on doit se protéger de cette toxicité. C'est malsain, c'est contre-productif et c'est surtout très négatif pour les portefeuilles et pour votre performance future. Donc la première étape, c'est de nettoyer ces sources d'informations. Il faut couper le bruit. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas suivre ce qui se passe, mais simplement de bien sélectionner ces sources d'informations. Il faut être très sélectif. Personnellement, j'adore lire les Échos, par exemple. Chaque soir, à 22h30, on reçoit le journal du lendemain. Il y a largement assez de matière pour comprendre l'actualité et réfléchir. Un vrai petit moment de plaisir. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, on a la chance aujourd'hui de lire les journaux américains au même moment que Warren Buffett. Personnellement, j'ai 2 journaux étrangers, le Financial Times et le Wall Street Journal. Et c'est plus que suffisant. Et c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas un privilège de nos jours ou un privilège d'intellectuel. Le Wall Street Journal, c'est $2 par mois. C'est même pas le prix d'un café. Et je pense que ça vaut largement les $24 à l'année. Et je ne suis pas commissionné pour dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toute l'information dont on a besoin pour comprendre ce qui se passe. Ce qui manque réellement, c'est la prise de recul nécessaire. On ne peut pas anticiper ce qui va réellement se passer. C'est un leurre. L'incertitude est par essence imprévisible. Mais on peut comprendre les grandes lignes, les enjeux qui se dessinent pour réduire justement ce risque d'incertitude, qui d'ailleurs ne sera jamais nul, ni en 2023, ni en 2050. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a des éléments négatifs. Mais ces éléments pourraient aussi calmer la hausse des taux, même si c'est un peu trop tôt pour parler d'un pivot. Le pétrole baisse, les matières premières baissent, tout ça c'est désinflationniste. Et c'est ce que tout le monde souhaite depuis 1 an. D'un autre côté, on a une visibilité sur la conjoncture qui se dégrade. On peut aussi voir qu'il y a un stress et un reflet des flux sur les actions et un flight to quality. Donc on a principalement 3 éléments. Moins de hausse des taux. Attention, je ne dis pas baisse des taux. On vient de passer des taux négatifs à des taux qu'on n'a pas vus depuis 11 ans, le tout en quelques mois. Ce rythme de hausse pourrait se calmer. De toute façon, on verra bien ensemble. Le deuxième point, c'est le flight to quality. Et ça, c'est à tous les niveaux. En bourse ou même chez les épargnants qui sortent leur argent des banques les plus petites ou les plus fragiles pour les déposer dans les banques les plus solides. Et on a des flux négatifs sur les actions qui assèchent certains compartiments de la cote, en tout cas à court terme. Avec ça, on peut très bien imaginer quelles seront les entreprises qui pourraient s'en sortir le mieux les prochains mois. Ça, c'est aujourd'hui notre thèse de travail, qu'on continue justement d'ajuster avec les nouvelles informations. Maintenant, si je descends à l'échelle d'un portefeuille, et pour être un peu plus concret, si vous avez un portefeuille diversifié et bien construit entre des actions défensives, des actions cycliques, normalement, vous êtes bien aujourd'hui. Ça baisse un peu depuis le pic, mais franchement, rien de bien méchant. Pour remettre l'église au centre du village, le CAC 40, au moment où je tourne cette vidéo, est à plus de 6900 points. Le CAC 40 dividende réinvesti est en gain de plus de 9% sur 1 an. Donc, on avait ces derniers jours et même aujourd'hui largement le temps de rééquilibrer les portefeuilles au besoin, de les laisser aussi tranquilles pour les investisseurs très long terme avec des valeurs qualitatives, ou d'alléger si on vit très mal la volatilité sur les actions. Tous les investisseurs légendaires s'accordent sur un point. Trouvez votre seuil de sommeil. Trouvez ce montant adéquat à investir pour dormir sereinement. Certains disent aussi qu'il ne faut investir en bourse que ce qu'on peut se permettre de perdre. Ça revient à la même chose d'ailleurs. Nous, on a bien liquidé les cycliques,
On n'achète pas encore, mais on a notre wishlist qui est prête et on reste attentiste. On a passé ce début d'année à décortiquer pas mal de publications d'entreprises. Dans le club Master Bourse, on a parcouru depuis le début de l'année 47 publications, en essayant de trier les bonnes publications de 2022, les entreprises qui sont confiantes pour 2023, les points forts, les points faibles de chaque entreprise, et on continue de peaufiner cette liste et de surveiller les futures publications. Mais ne perdez pas de temps à surveiller les cours de bourse pour savoir ce qui va se passer en 2023. Les entreprises les plus résilientes s'en sortiront toujours mieux dans les mauvaises conjonctures. Ne perdez pas de vue aussi que les marchés baissiers sont violents. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils durent moins longtemps que les marchés haussiers. Donc, on aura largement le temps de renforcer par la suite. Et le marché, à long terme, monte. Il y a des gens qui ont regretté de ne pas avoir acheté l'année dernière LVMH à 550 ou 600 euros. Si elle revient cette année à ces niveaux, prenez-la comme une chance. Et même si elle descend par la suite à 400 ou même à 200 euros, ne perdez pas de vue le long terme, parce que cette action aura plus de chances de dépasser les 1000 euros que de rester sur les 400 ou 500 euros les prochaines années. Et si vous avez des doutes sur ce point, regardez le patrimoine de l'entreprise. Prenez le temps de réfléchir sur le business, sur les perspectives du marché, sur la valorisation de l'entreprise. Personne ne sait ce qui va se passer les prochaines semaines. Et si on ne va pas nous sortir un cadavre des placards. Mais même, je continuerai toujours de penser que c'est au pire un nid de poule sur la route de la hausse des marchés. J'ai entendu un jour un analyste à la télé qui disait dans ce cas-là, on peut dire aussi que 2009, c'était juste un accident. Je pense qu'il n'y a qu'à regarder le graphique sur le long terme du CAC pour avoir la réponse. Les pessimistes gagnent ponctuellement, ils peuvent même gagner gros sur les marchés. Mais les optimistes gagnent encore plus, beaucoup plus, et plus souvent avec justement cette incertitude. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.